Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma première vidéo, nous allons parler de la culture du viol, de ses origines et de ses conséquences. Aujourd'hui, le viol, c'est un sujet encore tabou. Il y a beaucoup de clichés qui viennent nourrir cette culture du viol, qui vont d'un côté excuser le comportement du violeur, mais de l'autre, rejeter une partie de la faute sur la victime qui va plus être prise au sérieux. Beaucoup de clichés sont enracinés en nous, même si vous pensez le contraire. C'est pourquoi je vous propose de vous tester pour vous le montrer. En fait, je vais vous mettre face à 26 situations. Il faudra répondre vrai ou faux de votre côté, sincèrement. Je ne juge absolument pas les mauvaises réponses. C'est pas du tout le but. Au contraire, ces réponses-là sont celles que vous allez mieux retenir. C'est pas grave si vous avez pensé qu'un cliché était vrai. Par contre, ce qu'il y a un peu plus, c'est de continuer à penser que ce cliché est vrai alors que vous avez eu la réponse et les explications. C'est en combattant l'ignorance qu'on combat les injustices. Il est vrai que peu d'hommes se font violer par rapport aux femmes, mais c'est pas pourtant qu'ils ne le sont pas. J'ai lu beaucoup de témoignages et environ 9 fois sur 10, le garçon qui se confiait recevait comme réponse « Oh mais t'es un garçon, t'es censé aimer ça, comment une fille plus faible que toi peut te violer ?» Donc sachez qu'un homme peut se faire violer, que ce soit par une femme et par un homme. C'est faux, mais si je pose cette question, c'est parce que moi, personnellement, dans ma vie, j'ai déjà vécu cette phrase. Si vous voulez, quand j'étais en 4e, j'avais 11 ans, donc j'avais pas beaucoup de seins, et vers l'un des premiers cours de sport, dans les vestiaires des filles, elles étaient en train de se comparer la poitrine. Et d'un coup, il y en a une qui s'est tournée vers moi, qui m'a regardée et qui a fait « Oh, toi t'as de la chance, vu que t'as pas de seins, tu vas pas te faire violer ». Je tiens quand même à rappeler qu'il y a énormément de viols sur les enfants, donc ça veut absolument rien dire. Et si vous voulez une histoire à l'échelle plus internationale qui a été beaucoup plus médiatisée, on peut prendre l'histoire de ce qui s'est passé en Italie où 2 violeurs ont été acquittés parce que leur victime était moche, trop masculine pour être violée. Les prostituées peuvent être violées, non seulement par leurs proxénètes mais aussi par leurs clients. C'est pas parce qu'on est payé pour faire du sexe que le client a le droit de tout faire. Or, beaucoup pensent le contraire. Si une prostituée est forcée à faire des actes sexuels non souhaités, cela vaut comme un viol ou une agression, peu importe son métier. Sauf qu'avec le tabou de ce métier et la honte qu'on veut faire avoir à ces filles, on les persuade souvent qu'elles l'ont mérité. En Allemagne, au Canada et aux États-Unis, on estime que c'est entre 61% et 91% de ces travailleuses du sexe qui se sont déjà fait agresser lors de leur travail. On estime aussi qu'entre 73% et 76% de ces prostituées ont été violées. Et en France, j'ai pas vraiment réussi à trouver de vraies sources, de vrais chiffres, mais on estime qu'environ 70% des prostituées se sont fait violer lors de l'exercice de leurs fonctions. Les chiffres que je vais donner, c'est des chiffres que j'ai vus du site du gouvernement. Donc un Français sur 4 pense qu'une fellation ou forcer à faire un acte de pénétration avec le doigt constitue simplement une agression sexuelle. Or, si on prend le code civil, tout acte de pénétration sexuelle non souhaité commis sur autrui par la violence, la surprise ou la contrainte constitue un viol. C'est toujours des chiffres du gouvernement. Un Français sur 5 estime que quand la personne a cédé après l'avoir forcé, il n'y a pas eu de viol. La culture du viol aujourd'hui, c'est de se rendre compte que un Français sur 5 pense que quand une femme dit non, en réalité, elle veut dire oui. Quand la personne dit non, c'est non. Pareil pour le chantage. Certains pensent que vu que la victime n'a pas dit non, elle est consentante. Je me suis beaucoup pris de critiques sur Instagram par rapport à ça, en mode oui mais moi j'ai déjà couché avec quelqu'un, on n'a rien dit, pourtant on était consentants. Oui, les corps le montrent, parfois, mais parfois le corps ne montre rien, et la bouche non plus ne dit rien. Alors pour récapituler, non, c'est non. Peut-être, c'est non. Je ne sais pas, c'est non. Je ne suis pas sûre, c'est non. Rien, c'est non. Tout ce qui n'est pas un oui, c'est non. Et oui, c'est oui.
17% des Français pensent que quand on est marié dans un couple avec le devoir conjugal, le viol n'existe pas. Même le droit positif français a mis très longtemps avant de reconnaître l'existence du viol entre mariés. Forcer quelqu'un à coucher avec soi, qu'on soit en couple, marié ou non, c'est un viol. Tout acte fait sur une personne qui ne peut pas donner expressément et lucidement son consentement, c'est un viol ou une agression sexuelle. Bien sûr, encore ici, il peut y avoir eu des discussions au préalable entre couples, mais encore, c'est quelque chose de personnel où il faut discuter. Et il ne faut surtout pas oublier qu'on peut changer d'avis en cours de route. « 44% des personnes pensent qu'on a plus de chances de se faire violer par un inconnu. Sauf que dans 90% des cas, la victime connaît son agresseur. Cette intronisation du viol augmente la difficulté de la victime à aller porter plainte ou à parler. Dans 25% des cas, il s'agit d'un membre de la famille. Quand cela concerne les mineurs, 46% des viols sur mineurs sont faits par un membre de la famille. 67% des viols ont lieu au domicile de la victime ou de l'agresseur. C'est bien évidemment faux. Ce préjugé descend l'homme au rang d'un animal ne sachant pas contrôler ses pulsions. Et en plus, ça excuse son comportement parce que ce n'est pas sa faute, c'est dans sa nature. La société nous fait croire que les femmes ont besoin d'être amoureuses pour coucher, tandis que les hommes, eux, ils n'aiment que le sexe. Cette pensée, ça vient culpabiliser les hommes qui ont une trop faible libido, mais aussi les femmes qui en ont une trop forte. Beaucoup pensent que pour violer, il faut être malade dans sa tête. Or, 90% des viols sont commis par une personne totalement lucide. Ce genre de stéréotype, ça tient aussi à excuser le comportement du violeur parce que, vu que c'est une maladie mentale, il ne peut pas le contrôler et donc ce n'est pas totalement sa faute. Quand on parle de viol, on a tendance à imaginer le profil d'un violeur masculin, vieux, pervers, pauvre et un peu perturbé mentalement. Sauf que il n'y a pas du tout de cliché, de stéréotype de violeur. « 47% des Français pensent que dans 25% des cas, les victimes vont porter plainte. Malheureusement, ce n'est que dans 10% des cas que les victimes vont porter plainte. Il y a plusieurs facteurs qui poussent à ne pas porter plainte pour la victime. Par exemple, la peur des représailles, la peur de ne pas être prise au sérieux, mais le fait aussi de connaître son agresseur à cause de cette intronisation du viol au sein de la famille ou du cercle proche, mais aussi des barrières, parce que la victime ne veut pas forcément recevoir des représailles d'autres personnes de sa famille. J'ai lu des témoignages où une personne subissait des attouchements par une personne de sa famille, et quand elle a enfin osé en parler, les autres membres de sa famille sont venus en quelque sorte s'acharner sur elle en lui disant qu'elle aurait pu se taire, qu'elle aurait pu prendre sur elle. Pour 27% des Français, la responsabilité du violeur est atténuée si la victime portait une tenue courte. C'est absurde, c'est comme si on se disait « Tiens, aujourd'hui je vais mettre cette jupe pour me faire violer, trop bien !» On s'habille pour nous et pas pour les autres. Dire que c'est la faute de la victime a une telle influence que même lors des procès, on peut arriver à ramener la tenue de la victime en jeu. Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire d'il y a quelques mois où des violeurs se sont vus aussi acquittés parce que leur victime portait un string. Et du coup, cette victime, ça voulait dire qu'elle voulait se faire violer. Pour 15% des Français, la victime est responsable si elle est allée seule chez son violeur. C'est comme la tenue, c'est absurde, c'est comme si on allait rencontrer quelqu'un dans l'espoir d'être violé. « 45% des Français pensent ça et ça a beaucoup de conséquences sur la victime. Par exemple, on l'accuse de s'être laissé faire. Beaucoup de gens essayent de donner leur avis quand on raconte un témoignage de viol en disant « Tu aurais dû t'enfuir, tu aurais dû crier, tu aurais dû te débattre, mais jamais j'ai entendu de « il n'aurait pas dû faire ça ». Un quart
des personnes interrogées par les sondages du gouvernement pensent que si on respecte certaines règles, on ne se fera jamais violer, ou très peu de chance. C'est comme si on disait qu'il existait une procédure pour se faire violer et une procédure pour pas se faire violer. Et par conséquent, celles qui se sont fait violer, elles ont suivi la procédure pour se faire violer, au lieu de suivre la procédure pour ne pas se faire violer, et donc c'est de leur faute. C'est vrai, 95% des victimes ont un impact sur leur santé morale et 65% des victimes ont un impact sur leur santé physique. Les conséquences physiques peuvent être des blessures physiques en cas d'agression où il y a eu du recours à la force, des maladies et infections sexuellement transmissibles, des grossesses non désirées pouvant aboutir à des avortements faits clandestinement ou dans des conditions insalubres, divers troubles gynécologiques moins connus tels que des déchirures vaginales. Les conséquences physiologiques sont très nombreuses et varient d'une victime à l'autre. Il peut y avoir divers troubles de confiance en soi, de la dépression pouvant parfois mener au suicide, des troubles post-traumatiques comme des cauchemars, des troubles de l'appétit, un sentiment de méfiance et de solitude pouvant avoir un impact sur les relations sociales, des troubles de la sexualité comme des difficultés à avoir de nouveau des relations sexuelles et un sentiment d'entrave à la liberté, par exemple à la liberté de mouvement. C'est vrai, malheureusement, une victime sur deux est sujette à des troubles d'addiction. Ces troubles d'addiction peuvent être utilisés de façon à oublier l'événement qui s'est passé. Bien heureusement, comme toutes les conséquences difficiles d'une vie, il est possible de s'en remettre. La prévention des violences passe avant tout par l'information des victimes. « 72% des Français pensent que les victimes de viol ne sont pas bien protégées, et ils ont raison. En effet, 83% des victimes n'ont pas reçu les soins nécessaires après leur agression, 78% n'ont pas pu bénéficier d'une prise en charge en urgence, une personne sur 3 n'a pas trouvé de psychothérapeute formé. Les stéréotypes de la culture du viol demeurent, c'est pourquoi on a souvent tendance à faire croire à la victime que c'est sa faute, et que par conséquent la victime, elle n'ose pas en parler. Pourtant, en parler, c'est le premier pas pour guérir. Seul 1% des procès donne lieu à une condamnation pour un violeur. De plus, il ne faut pas oublier que seulement 10% des victimes vont porter plainte. Ça peut paraître culpabilisant, mais un Français sur 5 pense que si une femme mouille ou si un homme bande ou s'il y a eu un orgasme pendant le viol, ce n'en est plus un parce que la personne a pris du plaisir. Je tiens à rappeler que le fait de mouiller, c'est quelque chose de mécanique, pour ne pas avoir mal lors du rapport. Bander ne veut pas dire avoir envie, c'est juste aussi un réflexe avec du sang qui va dans le pénis pour qu'il gonfle. Et avoir un orgasme aussi, c'est juste un réflexe mécanique. Donc ça ne veut en aucun cas excuser le fait d'avoir été violé. Certains pensent qu'il y a des viols plus graves que d'autres et par conséquent qu'il y aurait des vrais viols et des faux viols. Par exemple, on peut entendre dans une conversation que ce n'était pas vraiment un viol, ils étaient en couple. Ou alors, ce n'était pas vraiment un viol, la personne ne s'est pas débattue. Comme j'ai dû le dire avant, quand on dit viol, on pense direct au cliché du violeur masculin, pervers, vieux, pauvre, et la femme jolie, vers 18 ans, habillée court. On pense aussi que le viol ne se produit que la nuit, dans une petite ruelle sombre. Et donc cette idée de vrai viol et de faux viol, ça vient à culpabiliser la victime. Parce que vu qu'elle n'a pas subi le vrai schéma du viol, elle ne s'est pas vraiment fait violer, ou alors c'est pas si grave que ça, il y a eu pire qu'elle. Les viols de guerre englobent les agressions sexuelles, les viols et l'esclavage sexuel commis dans un contexte de conflit. Le viol dans ce contexte de guerre rend la guerre encore plus destructrice pour la civilisation dans la République démocratique du Congo. En l'absence de chiffres fiables, on estime qu'il y a environ 40 viols par jour. Mais les organisations des droits de femmes estiment que ces chiffres sont beaucoup plus élevés.
Ces vagues de viols de guerre entraînent des vagues d'enfants de viol. Si vous voulez, les bourreaux vont faire exprès de garder les femmes enceintes le plus longtemps possible pour être sûrs qu'elles ne vont pas avorter. Parce qu'ils savent que quand elles vont sortir, ces femmes-là, avec leur enfant, qui est né du péché en quelque sorte, tous les deux vont être rejetés. En Libye, les femmes violées sont poussées au suicide pour ne pas compromettre l'honneur de la famille par exemple. Donc voilà, cette première vidéo est finie. J'avais pas vraiment envie de faire comme première vidéo de ma chaîne une vidéo présentation parce que j'en voyais pas l'intérêt. J'en ferai peut-être une plus tard. J'espère que cette vidéo vous a servi à quelque chose et qu'elle vous a ouvert les yeux sur ce qu'est la culture du viol et ses clichés. N'hésitez pas si vous voulez à partager votre total en commentaire et à discuter. Je sais que moi sur mon Instagram, quand j'ai publié toute cette story, beaucoup de personnes sont venues se confier et ça leur a fait énormément de bien. Alors si vous voulez, vous aussi, vous pouvez parler de ce qui vous est arrivé. Personne ne juge.